Je vais passer la parole au professeur Vincent Bonhomme, que je remercie très sincèrement de nous rejoindre à Lille. Le professeur Bonhomme est chef de service d'anesthésie-réanimation au CHU de Liège. Il va aborder la thématique monitorage de la profondeur d'anesthésie où en sommes-nous en 2025. Et Vincent a une très très grosse expertise sur la sédation. C'est une de ses thématiques de recherche principale. Donc encore une fois, tous mes remerciements Vincent d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup Jules et merci vraiment pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour ces journées lilloises, cette 30e journée. En préparant cet exposé, j'ai retrouvé le diaporama que j'avais préparé il y a 11 ans d'ici, puisque j'avais été invité en 2014 pour donner un exposé sur le même sujet. On peut donc considérer ça comme un grand retour, pas d'un alien parce que nous sommes voisins. On va qualifier ça du retour d'un Belge à Lille. Ça va aussi nous donner l'occasion de voir si en une bonne dizaine d'années, on a progressé dans le domaine. Voici mes conflits d'intérêts potentiels. La plupart d'entre eux sont anciens, ne vont pas influencer le contenu de mon exposé, qui va être structuré de la façon suivante. Nous commencerons par un petit rappel sur ce que l'on peut, et certains diront que l'on doit, monitorer et pourquoi il faut le faire. Nous envisagerons ensuite les changements de paradigme qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, principalement dans la définition des états de conscience de l'anesthésie et en termes de sensibilisation à l'anesthésie trop profonde. Nous verrons ensuite si nos outils ont changé, s'ils sont efficaces, et terminerons par quelques perspectives futures en termes de progrès que l'on peut attendre dans ce domaine dans les années qui viennent. On va directement rentrer dans le vif du sujet en envisageant ce que l'on peut ou doit monitorer et pourquoi. On sait tous que l'anesthésie générale, c'est un savant mélange de médications, un cocktail qui nous permet qui permet aux patients que nous avons en charge de tolérer des interventions douloureuses, désagréables ou anxiogènes. On administre ce cocktail suivant le grand principe de la relation dose-concentration-réponse. On administre une certaine dose, il y a une certaine concentration plasmatique qui est atteinte et une certaine concentration au site effet qui est atteinte, et une réponse de l'organe cible est obtenue que l'on qualifie de réponse pharmacodynamique à l'action de nos agents anesthésiques. Dans ces effets pharmacodynamiques, on les connaît bien, ils sont classés classiquement en 3 grandes catégories. Il y en a qui sont ceux que l'on recherche et que l'on module tout au long de la procédure pour assurer le confort de nos patients avec la composante hypnotique, la composante antinociceptive de l'anesthésie et la relaxation musculaire, mais il y a aussi des effets non désirés, les effets secondaires de nos agents. Pour des raisons de temps, nous allons concentrer l'exposé sur la composante hypnotique et sur certains des effets secondaires de nos agents anesthésiques hypnotiques. Alors pourquoi faut-il monitorer la profondeur, la composante hypnotique de l'anesthésie? Eh bien, la première raison, c'est qu'il existe une grande variabilité interindividuelle quant à la sensibilité des patients à l'effet de nos agents anesthésiques hypnotiques. Et ça dépend de nombreux facteurs, de l'âge, du sexe, du patrimoine génétique, de la présence éventuelle de comorbidité, et cette variabilité concerne la pharmacocinétique, la distribution, l'élimination, le métabolisme des médicaments, mais aussi la pharmacodynamique. Il existe également des interactions médicamenteuses. Nous avons parlé d'un cocktail tout à l'heure, et ces mélanges de médications interagissent entre elles, non seulement au niveau pharmacocinétique, en termes de distribution, de métabolisme et d'élimination, mais aussi en termes pharmacodynamiques. Il peut y avoir additivité des effets, synergie, voire antagonisme.
Et toute cette variabilité concerne non seulement les effets cliniques recherchés, mais également les effets secondaires. S'ajoutent à cela d'autres facteurs confondants supplémentaires. On sait en effet que l'intensité de la stimulation chirurgicale peut être très variable en fonction de la procédure et d'un moment à l'autre au cours d'une même procédure. On administre aussi des médications non anesthésiques qui peuvent interagir avec nos agents et le mode d'administration de nos agents peut également avoir une influence sur la stabilité des concentrations atteintes. Ce n'est pas la même chose d'administrer un agent anesthésique en bolus itératif, en perfusion continue ou en mode à objectif de concentration. On en est tous bien conscients. Tout ça donc génère une grande complexité en pratique, ce qui fait qu'il est très difficile, voire impossible, de prédire de façon fiable l'effet d'un agent anesthésique administré au niveau individuel. Donc la solution à ça semble être logique, c'est de mesurer quelque chose, de mesurer un effet au niveau de l'organe cible, ceci afin d'éviter d'être trop profond ou d'être trop léger. Et ceci est important pour la santé cérébrale. La santé cérébrale fait l'objet d'un intérêt particulier pour nous, anesthésistes, réanimateurs et intensivistes, tel que abordé au cours d'un focus meeting relativement récent de l'ESAIC consacré à ce sujet et dont le contenu est résumé dans cet article accessible en open access où tous les domaines de la protection cérébrale sont abordés en périopératoire et aux soins intensifs. Ça, c'était pour l'introduction sur les raisons pour lesquelles nous devons mesurer quelque chose, nous devons monitorer la profondeur de la composante hypnotique de l'anesthésie. Voyons maintenant quels sont les changements de paradigme qui sont survenus ces dernières années en termes d'abord de définition des états de conscience de l'anesthésie et en termes aussi d'effets délétères d'une anesthésie trop profonde. Avant de rentrer dans cette partie de l'exposé, je voudrais faire un petit sondage concernant la notion que l'on a de l'incidence des épisodes d'éveil accidentel en cours de procédure avec perception de l'environnement. Qui parmi vous a la notion que l'incidence d'un événement est de l'ordre de 1 pour 10 000 procédures, toutes procédures confondues? Qui a la notion que c'est 1 pour 1000? Ouais, quelques-uns. Et qui a la notion que c'est 1%? OK, une petite minorité. Bien, nous allons entrer dans les détails pour voir un petit peu ce qu'il en est exactement, mais vous allez voir qu'il faut, pour bien appréhender le phénomène, d'abord bien définir les différents états de conscience qui peuvent survenir au cours de l'anesthésie. On sait tous aussi que l'évaluation clinique, pour savoir si notre patient est conscient ou pas, est tout à fait non fiable. Parce que, principalement, on utilise très souvent des curars, les patients sont incapables de bouger, incapables de répondre à une stimulation. Mais il peut survenir des cas où, alors que l'on croit que le patient est inconscient parce qu'il ne répond pas, il est en fait conscient de ce qui se passe autour de lui. Et je voudrais pour cela vous montrer une petite vidéo. 2 fois. Positif. Tout va bien. Chapeau. Serrage sur chapeau. Voilà, cette Si vidéo tout va bien, a été serrez-moi la main 2 fois. enregistrée chez une patiente jeune qui doit bénéficier d'une intervention chirurgicale gynécologique bénigne. Et elle est enregistrée après l'induction de l'anesthésie, après la laryngoscopie et l'intubation trachéale. Donc cette patiente est intubée, elle a été curarisée à l'induction et on a utilisé ce qu'on appelle la technique de l'avant-bras isolé. On a gonflé un garrot à une pression supérieure à la pression artérielle systolique après l'injection des agents hypnotiques et des opioïdes, mais avant l'injection du curare, ce qui fait que l'avant-bras reste non paralysé et la patiente est capable de répondre à une commande simple de serrer la main.
Et vous voyez que c'est assez impressionnant. Donc, il existe des circonstances au cours de l'anesthésie où un patient peut être conscient de ce qui se passe autour de lui, peut donner des réponses à des commandes verbales simples, des réponses orientées, mais c'est quelque chose qui peut passer tout à fait inaperçu parce que si on n'a pas l'avant-bras isolé, le patient est curarisé, il est incapable de bouger, incapable de répondre. Cette patiente n'avait aucun souvenir de l'événement après l'intervention. Donc ça peut être associé ou non à un souvenir explicite de l'événement. Et ceci pour illustrer aussi le fait qu'un patient ne réponde pas n'est pas nécessairement synonyme d'inconscience. Ça peut dépendre de sa capacité ou de sa volonté à répondre à la commande. Et ça dépend aussi de son état de connexité à l'environnement, de sa capacité à interpréter les stimuli sensoriels qu'il reçoit de l'extérieur. Ceci souligne l'importance de la nécessité de mieux définir la conscience d'un point de vue pragmatique et d'un point de vue phénoménologique. Et on a tendance actuellement à inclure dans le mot conscience différentes composantes qui, lorsqu'on les distingue, nous permettent d'étudier de façon plus précise les mécanismes qui sous-tendent la conscience et, par voie de fait, les mécanismes de l'action de nos agents anesthésiques. Alors, dans ces différents axes, il y a l'état d'éveil, le fait qu'on ait les yeux ouverts ou les yeux fermés. En gros, il y a le contenu conscient qui peut être interne, non lié à l'environnement, et qui peut être externe, lié à des perceptions sensorielles. Il y a la capacité d'être connecté à cet environnement, il y a la capacité à réagir à des stimulations, il y a les capacités d'attention à des stimulations, il y a la mémorisation. Donc tout ça rend les choses relativement complexes, mais c'est l'interaction de ces différents facteurs qui génèrent les phénomènes conscients finalement. Et ceci nous amène à définir différents états de conscience possibles durant l'anesthésie que l'on regroupe en 3 grandes catégories. Il y a tout d'abord la conscience totale. Ça, c'est ce qu'on recherche le plus souvent. C'est l'absence de contenu conscient, l'absence de connexité à l'environnement, de perception des stimuli extérieurs. Et puis, il y a la situation de la patiente que je vous montrais tout à l'heure, les épisodes de conscience connectée. Il y a un contenu conscient, cérébral, et où la patiente perçoit ce qui se passe autour. Et il y a enfin les états de conscience déconnectés. Là, il n'y a pas de perception de l'environnement, mais il y a quand même un contenu conscient. On peut assimiler ça à du rêve qu'on peut avoir pendant le sommeil, mais le rêve existe aussi pendant l'anesthésie. Et ces épisodes de conscience peuvent survenir, je le disais tout à l'heure, avec ou sans souvenir explicite. Alors, vous aviez raison tout à l'heure de dire que les épisodes de conscience connectés avec souvenir explicite, toutes procédures confondues, leur incidence tourne autour des 0,05 à 1 pour 1000 procédures. Et c'est associé à de la douleur et du stress dans environ 50% des cas. Par contre, les épisodes de conscience connectés sans souvenir explicite, eux, sont beaucoup plus fréquents. Ça a été démontré que ça survient dans environ 4,6% des procédures, et c'est beaucoup plus fréquent chez les patients jeunes de 18 à 40 ans où l'incidence monte à 11%. C'est beaucoup plus fréquent chez les femmes aussi, et c'est associé à de la douleur dans 40% des cas. Et dans la majorité des cas, ces épisodes de conscience connectée ne sont pas détectés parce que nos patients sont curarisés. En plus, ils n'ont pas de souvenir de l'événement. Donc, ils ne peuvent pas le raconter après. En ce qui concerne les épisodes de conscience déconnectés, donc de rêve, ça, c'est beaucoup plus difficile à estimer. Il faudrait pouvoir réveiller le patient en cours d'anesthésie pour lui demander s'il est en train de rêver immédiatement avant ou pas. Et ça dépend aussi de sa capacité à avoir le souvenir qu'il a rêvé ou non. Ça, c'est pour les états de conscience, l'évolution des concepts en ce qui concerne les états de conscience de l'anesthésie. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'anesthésie trop profonde. On est de plus en plus sensibilisé au problème à la suite des études d'Anne Sessler
qui avait démontré qu'une anesthésie trop profonde associée à de l'hypotension, malgré une concentration d'agents anesthésiques relativement basse, était associée à un moins bon pronostic. C'était une association statistique, puisque dans une étude ultérieure, ils avaient démontré que le fait d'implémenter dans le système de surveillance des alarmes indiquant ce phénomène de triple low, un bistrot bas, de l'hypotension et une concentration d'agents anesthésiques basse, ne permettait pas d'avoir un meilleur pronostic en post-opératoire. Mais on a de plus en plus d'éléments pour penser qu'une anesthésie trop profonde favoriserait les troubles cognitifs en ce qui concerne le délirium post-opératoire, mais aussi les troubles cognitifs à plus long terme. Dans les études, ce sont des études qui regardent le phénomène à 1 an. Mais les preuves scientifiques de ceci ne sont pas très solides, puisqu'il y a des études contradictoires qui sont parues également, notamment celle-ci dans le JAMA Surgery relativement récemment. Alors, qu'est-ce que c'est une anesthésie trop profonde? Elle est généralement définie comme un BIS à 35 ou plus bas, ou comme la présence d'une activité de burst suppression importante dans l'EEG. Voilà pour l'évolution des différents concepts au cours des dernières années, donc définition des états de conscience de l'anesthésie et sensibilisation aux effets délétères d'une anesthésie trop profonde. Voyons maintenant si nos outils ont changé et s'ils sont efficaces pour nous aider à bien doser nos agents anesthésiques. Ben, pas vraiment. Nos outils, en 10 ans, ils n'ont pas vraiment changé. Ils sont toujours basés sur l'EEG, l'enregistrement d'une différence de potentiel à la surface du scalp, qui, après avoir été filtré et digitalisé, ce qui en permet l'analyse mathématique ou statistique. Et on a toujours à notre disposition un certain nombre d'index dérivés de l'EEG qui nous donnent des renseignements sur la profondeur de l'anesthésie. Et il y a également aussi un intérêt croissant, de plus en plus marqué, pour l'affichage de l'évolution du spectre de puissance de l'EEG au cours du temps, sous forme d'un DSA, Density Spectral Array, qui donne, selon un code couleur, la contribution relative de différentes bandes de fréquences au tracé EEG final. Ça, ce sont nos outils principaux, et le DSA est vendu avec la valeur ajoutée suivante, c'est qu'il permet une détection plus aisée des artefacts et une détection aisée aussi d'une activité de burst suppression. Il donne aussi des indications sur la composante antinociceptive de l'anesthésie, puisque lorsqu'on constate dans ce DSA une augmentation de la contribution bêta au tracé, une augmentation de la contribution delta et une diminution de la contribution alpha, ça peut être un signe d'une antinociception insuffisante. Alors, les preuves que ces outils sont utiles, ben, on les a quand même depuis un certain temps. On sait que ça prévient le réveil péranesthésique accidentel avec souvenir explicite, principalement si on utilise une anesthésie totale intraveineuse, mais ce n'est pas supérieur à l'utilisation d'une alarme de concentration basse d'agents anesthésiques si on fait une anesthésie aux halogénés. Pour prévenir les épisodes d'éveil accidentel sans souvenir explicite, comme dans la vidéo que je montrais tout à l'heure, là, c'est pas du tout efficace. On a vu que dans cette étude de Sanders en 2017, que les valeurs de BIS ou d'entropie chez les patients répondeurs étaient en moyenne plus élevées que chez les patients non répondeurs. Mais vous voyez que la distribution des valeurs enregistrées est très large, et ce qui rend la prédiction au niveau individuel vraiment impossible. Alors on a aussi pas mal d'arguments pour dire que l'utilisation de ces index et l'utilisation de l'EEG permet un meilleur ajustement individuel des dosages d'agents anesthésiques, permet de mieux tenir compte des interactions hypnotiques opioïdes, permet une meilleure stabilité péropératoire et évite les épisodes trop profonds, permettant donc en fin de procédure une récupération plus précoce.
Ça, c'est pour nos index dont on dispose depuis maintenant de nombreuses années. Pour le DSA, il n'y a pas vraiment de preuves formelles, de preuves scientifiques de leur utilité, mais des études sont en cours et nous aurons sans doute bientôt la réponse à cette question. Donc, nos outils, ils n'ont pas vraiment changé, si ce n'est qu'on remarque un intérêt croissant pour l'utilisation du DSA, en plus de l'index de la profondeur de l'anesthésie, que ce soit le BIS ou un autre, et en plus de l'affichage du tracé brut qui peut également lui aussi donner un certain nombre d'informations. Voyons maintenant quels sont les futurs progrès que l'on peut attendre. Pour progresser dans le domaine, il faut, à mon sens, mieux comprendre les mécanismes de la conscience elle-même et les mécanismes de l'altération de celle-ci par nos agents anesthésiques. Et au cours des dernières années, des progrès importants ont été faits dans ce domaine pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de toutes les composantes de la conscience que j'ai mentionnées tout à l'heure. On sait que l'état d'éveil et l'état d'éveil cortical, qui est un préalable à la présence d'un contenu conscient, il faut être éveillé pour pouvoir être conscient de quelque chose, dépend d'un réseau complexe impliquant des noyaux nombreux du cortex cérébral avec de nombreuses projections corticales, et notamment thalamo-corticales, et de nombreux transmetteurs impliqués. Ceci intervient dans la régulation du cycle veille-sommeil et peut être la cible de l'effet de nos agents anesthésiques. Le contenu conscient, quant à lui, est généré au niveau de réseaux cérébraux, de réseaux de la conscience, qui sont constitués de régions cérébrales distantes l'une de l'autre et qui communiquent entre elles. Mais il ne faut pas voir ces réseaux comme des réseaux statiques. Ils sont extrêmement dynamiques. Les connexions qui sont établies varient constamment et on parle de répertoire de configuration dans les connexions qui s'établissent dans ces réseaux. Il y a donc une dynamique spatio-temporelle très importante avec une topologie adaptative ceci vous est illustré dans la petite matrice que je vous montre, la petite matrice animée que je vous montre, où vous voyez la force de connectivité entre régions cérébrales chez un sujet éveillé, vous voyez, et son évolution au cours du temps, et vous voyez que c'est très dynamique, et vous voyez que chez un patient sédaté non répondant, cette dynamique est beaucoup moins vive. Alors on sait que les agents anesthésiques, ils agissent sur ces réseaux cérébraux avec un effet focal, donc assez sélectif et dose dépendant. Ils altèrent le fonctionnement de ces réseaux et cette dynamique spatio-temporelle, et c'est probablement par ce biais-là qu'ils altèrent la possibilité de générer un contenu conscient. Mais dans la majorité des études réalisées jusqu'à présent, on a pris comme endpoint le fait que le patient était non répondeur à une stimulation pour définir qu'il était inconscient. Vous voyez que ça peut prêter à confusion, puisqu'un patient non répondant peut en réalité avoir un contenu conscient. Alors on a progressé là-dedans, notamment dans des études que nous avons faites à Liège, et notamment celle-ci chez des volontaires à qui on a donné de la dexmédetomidine en mode évoque jusqu'à perte de la réponse à la commande verbale. Et ces sujets étaient non répondeurs, mais vraisemblablement, pour la grosse majorité en tout cas, conservaient un contenu conscient sous forme de rêve. Et on a montré en IRM fonctionnel que dans cette situation-là, les réseaux de haut ordre, les réseaux cérébraux qui génèrent un contenu conscient, sont relativement préservés, tandis que les réseaux sensoriels, ceux qui interprètent et reçoivent les informations sensorielles de l'extérieur, eux, sont plutôt altérés, et la communication entre ces réseaux sensoriels et les réseaux de haut ordre est altérée également. Donc l'état de non répondant semble être plutôt associé à un déficit de communication entre les réseaux sensoriels et les réseaux de haut ordre qui génèrent le contenu conscient. Nous avons aussi essayé de reproduire la situation de l'éveil accidentel
sans souvenir explicite que je vous ai montré dans la vidéo, dans une étude que nous avons fait à Liège chez des volontaires en IRM fonctionnel. Serrez la main. Nous avons délivré à ces volontaires une stimulation électrique nociceptive. Si tout va bien, serrez la main certains 2 sont fois. devenus de nouveaux répondeurs. Ils avaient un masque laryngé, ils étaient curararisés. Donc on a essayé de reproduire vraiment la situation que l'on rencontre au bloc opératoire. Et on a obtenu des patients répondeurs, des volontaires répondeurs à la stimulation et d'autres non répondeurs. Et on a comparé les images obtenues en IRM fonctionnel. Et là, on a trouvé quelque chose de concordant avec l'étude précédente, dans le sens où le fait de redevenir répondeur restaure les réseaux thalamiques et la communication entre le thalamus et le cortex et la communication entre les réseaux sensoriels et les réseaux de haut ordre. Alors, toutes ces connaissances accumulées poussent certains chercheurs à rechercher des marqueurs spécifiques d'un état de conscience ou d'un autre. Et je vous terminerai en donnant quelques exemples, comme la Slow Wave Activity Saturation, qui serait un témoin de la perception consciente de ce qui se passe autour de l'environnement. Certains ont proposé l'activité alpha, la puissance alpha évoquée par la stimulation magnétique transcrânienne, qui serait un témoin du processing de l'information sensorielle, tandis que l'activité gamma serait plutôt nécessaire à la présence d'un contenu conscient. À Liège, nous avons aussi développé un index dérivé de la complexité de l'activité cérébrale pour évaluer l'état d'éveil d'une part et d'autre part la présence ou non d'un contenu conscient. L'équipe de Claire Sergent à Paris a démontré que la reportabilité d'un événement sensoriel dépend de la présence d'une composante tardive d'un potentiel évoqué auditif. Donc vous voyez qu'on progresse dans l'identification de ces marqueurs spécifiques qui sont relativement complexes à obtenir, mais c'est pas demain qu'on va les avoir au bloc opératoire parce que ça nécessite une technologie assez sophistiquée, mais on progresse dans le domaine et on peut s'attendre dans les années qui viennent à sans doute avoir des témoins spécifiques des différentes composantes de la conscience dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, j'arrive à la fin de mon exposé et je terminerai par quelques conclusions. La meilleure attitude à l'heure actuelle me semble de combiner les outils disponibles pour rassembler un maximum d'informations et les interpréter adéquatement. Ceci doit nous permettre de prévenir au moins l'éveil accidentel avec souvenir explicite et de mieux ajuster nos agents pour éviter des anesthésies trop profondes. Dans l'avenir, on pourra espérer des améliorations, notamment avec l'utilisation des boucles fermées qui permettent certainement un meilleur ajustement, mais c'est le sujet de l'exposé suivant, donc je ne vais pas le déflorer. Et on peut s'attendre aussi au développement d'outils plus spécifiques nous permettant d'identifier l'état de conscience de nos patients en cours de procédure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Vincent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Julien. J'ai une question un petit peu pratique. J'ai souvent été confronté à des situations, je pense qu'on est nombreux à avoir vécu en fin d'intervention, on allège un petit peu les gaz sur la fermeture, le patient est encore curarisé, avec un monitorage de couleur quelconque dans les ranges. Et dès qu'on le réverse, il ouvre les yeux. En pratique, est-ce qu'on peut vraiment citer actuellement le monitorage de couleur d'anesthésie, même si on n'a pas d'autres signes évocateurs d'un éveil peut-être inconscient Oui, mais donc ils ne sont pas fiables à 100%, bien sûr, il y a des facteurs confondants, mais ils apportent, à mon sens, des informations. Si l'on se rapporte à la vidéo que je vous ai montrée avec la patiente qui serre la main, là, dans notre pratique quotidienne, on a tous l'expérience de patients qui, après la laryngoscopie, peuvent montrer, s'ils sont partiellement curarisés, quelques petits mouvements spécifiques qui ne nous inquiètent pas trop. Mais ça, je pense que ça doit nous alerter. D'autre part, je pense qu'il est important de regarder l'EEG au moment de cette induction de l'anesthésie, parce que le temps de la curarisation
est quand même relativement long. Et si on se base uniquement sur un bolus de propofol pour assurer la composante hypnotique d'anesthésie, suivant la cinétique, on a un pic plasmatique et puis la concentration décroît très rapidement. Et on n'en tient pas du tout compte dans notre façon de procéder. Donc en ayant les EG sous les yeux, ça peut peut-être nous guider pour donner des doses supplémentaires éventuellement. Et la façon dont je procède aussi fréquemment, c'est qu'une fois le bolus de propofol réalisé, lors de la ventilation au masque, je mets pour cette ventilation du sévoflurane dans mon mélange gazeux. Maintenant, si je suis à un bis à 0 et avec 100% de buzz suppression, je ne vais pas le faire, évidemment, parce que là, ce serait exagéré. Mais le fait d'avoir les EG à ce moment-là me guide dans la nécessité d'administrer des agents hypnotiques supplémentaires ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a une autre, c'est vraiment sur la place de l'œil, je trouve qu'on s'en aperçoit plus que justement dès qu'on réverse le curare, on a quand même une proportion non négligeable de patients qui ont l'air, qui ont tous les marqueurs au vert d'une concentrate d'anesthésie satisfaisante, qui en pratique, dès qu'on les réverse, notamment avec le téléphone qui est un peu plus on-off que la médecine, ouvre les yeux et on a un état de vigilance qui est un peu difficile à caractériser. Moi, du coup, ça me questionne avec tous ces patients qui en consultation ou un souvenir désagréable de l'extubation avec j'avais une tuyau, mais est-ce qu'au final, ces patients, c'est pas de la mémorisation opératoire plutôt qu'au moment de la phase d'émergence, est-ce qu'il n'y a pas une curarisation en fait en ordre de choses? Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Et, on n'est peut-être pas suffisamment attentif à ça à ce moment-là chez des patients qui sont toujours curarisés, avec l'effet de nos agents qui est également amnésiant. Donc, les patients ne sont peut-être pas non plus toujours capables de rapporter ce qu'ils ont réellement vécu, en fait. Vincent, une petite question par rapport à la patiente que tu nous as montrée. Est-ce que tu avais un bis associé et à quel niveau de bis elle était quand vous l'avez interrogée? Oui, donc cet enregistrement a eu lieu lors d'une étude multicentrique à laquelle on a participé qui visait à déterminer l'incidence de ces événements. C'est cette étude-là qui a permis de dire que l'incidence était de 4,6%, toutes procédures confondues. Et on avait placé un monitoring EEG. Il y a eu deux études en fait multicentriques. Dans la première, c'était les index classiques de la profondeur de l'anesthésie. Dans la deuxième, c'était un EEG un petit peu plus compliqué. Et lors de l'analyse des données, le bis tournait aux alentours de 60. D'accord. Avec une valeur moyenne qui était plus faible chez les non-répondeurs que chez les répondeurs, mais une très grande variabilité interindividuelle. Okay. Ce qui fait qu'au niveau individuel, c'est impossible de prédire si le patient va être répondeur ou pas, sur base du bis uniquement. Ouais. Et une dernière petite remarque, finalement, ces patients qui ont des consciences sans souvenir, on n'a pas dans la littérature d'éléments pour dire que ça peut générer des stress post-traumatiques. D'un point de vue théorique, certainement, mais c'est très difficile à étudier, parce que sans souvenir explicite, c'est compliqué. D'accord. D'identifier, premièrement, d'identifier les patients qui ont vécu des épisodes comme ça, et puis de faire le lien avec d'éventuels troubles psychologiques post-opératoires. C'est très compliqué à faire, ça. Ok, très bien. Un grand merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Merci beaucoup.